c'est pas le faire ici, mais à la puissance 3 sur C à la puissance 3 fois E. Alors, ça c'est le nombre de particules fois l'énergie moyenne. Donc ça c'est l'énergie moyenne d'un oscillateur. E et l'énergie moyenne d'un oscillateur. Je ne peux pas le développer ici. Vous n'avez pas les bases de la physique statistique, donc on ne peut pas le développer, mais on va utiliser seulement ces lois-là. Alors, sur un oscillateur, l'énergie, c'est quoi? L'énergie mécanique. C'est moi qui ai fait l'énergie mécanique. Il y avait pas mal d'étudiants qui réclamaient quand même que quand on ne sait pas combien de notes, une mécanique ou c'est quoi? Ils n'ont pas eu la même la note qu'ils voulaient. كاين هذا القضيه ولا لا؟ هنا كان الفرق غنوريكم سميتو فاش الراتراباج ولا الاول؟ ها؟ الراتراباج دابا نوريكم لا سوليسيون. Parce qu'on m'a dit ça. Et j'ai dit voilà, puisque c'est moi qui va faire la mécanique quantique, نوري عليهم. Monsieur, tu m'as dit qu'on a l'année au carré. شنو؟ هذيك غادي تكون عندنا au carré, n'a pas au cube. شنو؟ في الفوق غادي تكون عندنا au carré. Au carré. Oui, au carré. Au carré. Au carré. On va revenir à ça plus tard. Alors, l'énergie mécanique, c'est égal à quoi? Voilà, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, si je vois par exemple, alors voilà, à quoi c'est égal l'énergie potentielle? Hein? Un oscillateur. Un oscillateur. يا ودي راه ان اوسيلاتور ما عنده علاقه باللاماس ما عنده علاقه بالكائن. سي ان ديري de kx carré. K c'est quoi? Ah, la constante. J'ai un oscillateur. L'énergie cinétique c'est quoi? C'est un demi de m carré. Si je trace en fonction de x, l'énergie, donc voilà, ça c'est l'énergie potentielle, c'est un demi de kx carré. Si je donne une énergie E, parce que, est-ce qu'il y a des frottements ici? Est-ce qu'il y a des frottements? Est-ce qu'il y a des frottements? Bon, je suppose qu'il n'y a pas de frottement. Donc l'énergie mécanique c'est quoi? C'est une constante du mouvement. L'énergie mécanique est une constante du mouvement. Voilà, elle est constante. En ce point-là, toute l'énergie est de l'énergie potentielle. En ce point-là, à quoi est égale l'énergie potentielle? Zéro. Toute l'énergie, c'est l'énergie cinétique. Donc si je trace l'énergie cinétique, elle est comme ça. En moyenne, à quoi est égale l'énergie cinétique? En moyenne, vous avez l'énergie cinétique est égale l'énergie potentielle. D'accord? Alors c'est ça ce que je ne peux pas vous expliquer. C'est égal à 1 demi. Je ne peux pas vous l'expliquer pour l'instant. C'est que l'énergie moyenne cinétique est égale à l'énergie moyenne potentielle est égale à 1 demi de Kt. K est la constante de Boltzmann. K est la constante c'est la constante de Boltzmann. Donc ici l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à 4. Je ne peux pas expliquer d'où vient ça. Ça c'est la physique statistique. Hein. Ça c'est la physique statistique. Je ne peux pas vous dire d'où vient ce résultat-là, mais ça vous allez le voir l'année prochaine. L'énergie potentielle.
Alors, avec ceci-là, qu'est-ce qu'on va voir? À quoi est égal U? U, c'est une densité, va être égale à 8 pi nu carré sur 703 fois 4. Alors, en fonction de nu, alors si vous tracez U en fonction de nu, c'est quoi? C'est une parabole. Alors, c'est une parabole, c'est celle-ci-là. Alors, vous voyez que c'est une parabole. Donc, c'est la forme alpha nu carré. D'accord? Voilà, il est là. Il est égal à alpha nu carré. Et ce alpha-là dépend du temps. Vous voyez, ce alpha-là dépend du temps. Vous voyez qu'il dépend du temps et de la fréquence. Mais si je le trace en fonction de la fréquence, c'est une parabole. Alors, si, d'après celle-ci-là, d'après celle-là, si U, si nu tend vers l'infini, vers quoi tendrait U, l'énergie? U tend aussi vers l'infini. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, on l'appelle la catastrophe de l'UV. On l'appelle de l'UV. On l'appelle la catastrophe de l'UV. Alors, maintenant, vous voyez, alors oui, il n'a pas fait de calcul. Tout ce qu'il a fait, il a vu ce qui se passe, il a dit voilà. Alors la formule, donc c'est que U est égal à alpha nu à la puissance 3, et donc c'est A plutôt. C'est A nu à la puissance 3 exponentielle moins 4T sur nu. Donc c'est moins B nu sur T, voilà. Moins B nu sur T. C'est une formule empirique. D'accord? Et de là, il va dire, en ajustant la courbe A et B, sont déterminés à partir des résultats expérimentaux. Des résultats expérimentaux. Alors, si nu tend vers l'infini, vers quoi tendrait U? Donc, c'est ce qui montre ce qu'on a. Alors, le Rayleigh Jeans s'ajuste au faible. Alors, Rayleigh Jeans s'ajuste
n'avez pas quelque chose qui... Donc là, donc on s'est basé sur les lois de la physique classique. Mais on n'a pas pu en fait expliquer ce phénomène-là dans sa totalité. On n'a pas pu expliquer ce phénomène dans sa totalité. Alors à partir de ça, donc, on avait Max Planck. Max Planck. Alors qu'est-ce qu'il a dit Max Planck? Max Planck, qu'est-ce qu'il a dit? C'est là en fait ce qu'il a fait. Il a dit que la lumière se comporte comme des grains de matière. D'accord? À l'époque, on ne peut pas imaginer ça. Comme par exemple lorsqu'il est arrivé Einstein. Einstein, qu'est-ce qu'il a dit? Donc dans la relativité. Il a dit tout est relatif. Donc vous avez le repère absolu, le repère relatif. Il a dit tout est relatif. Rien n'est absolu. Ce qui est absolu, c'est la vitesse de la lumière, tout court. Le temps est relatif. Ce qui est absolu, c'est la vitesse de la lumière. C'est tout ce qu'il a fait dans son premier, dans sa première en fait article. Et il a fait seulement dans une seule page dans les annales de physique. Ce n'est après qu'il y a un qui a essayé de développer toute la théorie derrière. Et il est venu après pour développer la relativité générale. Mais au départ, il a dit tout est relatif, même le temps. La masse est relative, le temps est relatif. Tout est relatif. Ce qui est absolu, c'est la vitesse de la lumière. Il a une vitesse constante. Que tu sois dans un vaisseau ou bien par terre, je ne sais pas où, il a la même vitesse, c'est 300 000 km par seconde. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il a dit. Alors, la même chose ici, Planck, qu'est-ce qu'il a dit? La lumière se comporte comme de la matière. La lumière, on a dit que c'était une onde. Alors elle va venir pour nous dire attention, ce n'est pas une onde, c'est une onde, mais qui va se comporter comme de la matière. Et elle a une énergie qu'on avait à cette époque-là, on ne connaissait pas. Donc il a dit, voilà, la lumière est composée de grains. Elle est composée de grains de lumière. De lumière qu'on appelle photons. Et d'énergie E est égal à H nu. Il est relié à la fréquence. C'est le premier qui a fait ça. C'est le composé de grains, de lumière. Ces grains, est-ce qu'ils ont une masse? Non, je ne sais pas. Tout ce qu'il a dit, attention, la lumière est composée de grains, de lumière, qu'on va appeler photons. D'énergie H nu. H, donc c'est lui qui a proposé ça. Donc H est la constante de Planck. C'est la constante de Planck. Donc H c'est égal à 6,62, 10 puissance moins 34 joules seconde. C'est lui qui a introduit ça.
Alors on avait toujours la même relation U qui est égale à 8pi nu carré sur 7 puissance 3 fois 2. Alors pour prendre, on a E qui est égal à 1 sur exponentielle nu h nu sur 4t moins 1. Je crois que c'est ça. H nu sur 4t moins 1. Alors, ce qui me donne que E, avec ceci-là, on va voir que U est égal à 8pi h sur C à la puissance 3 fois nu à la puissance 3 sur exponentielle h nu sur 4t moins 1. Toujours en se basant sur la physique statistique classique, parce qu'il y a la physique statistique classique et il y a la physique statistique quantique. Lorsqu'ils ont développé la physique quantique, il y avait ça. Après, il y avait le développement de la relativité et il y a la physique quantique relativiste. D'accord? Donc, ça évolue. Mais la physique quantique relativiste, vous n'allez pas le voir, vous n'avez même pas vu en fait la relativité. Il faut le voir plus tard. Avant, on le faisait. Le cours de mécanique, le cours de mécanique, on faisait la relativité. Les années, je crois, 2000 jusqu'à 2005, et des choses comme ça. Il y avait deux modules, module de mécanique 2 et module de mécanique 3. Dans le module de mécanique 3, on faisait la relativité. Après, ils ont changé, et vous voyez seulement le module de mécanique 2 seulement. Bon, alors maintenant, si on trace cette relation-là, alors cette relation s'ajuste parfaitement à la cause expérimentale. Donc, U, la relation développée. Est-ce qu'avec l'expression de l'énergie moyenne, avec machine démontrable, مش نكون démontrable avec la valeur de l'énergie moyenne هذه على كل expérimentale. بحال قبيله ديال الحيت اللي كاينه في لا ميكانيك ستاتستيكيه S'ajuste parfaitement à la courbe expérimentale. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va dire attention, est-ce que cette relation-là peut nous donner les relations de Rayleigh-Jeans et de Weyl? Est-ce qu'ils sont d'accord? Parce que Rayleigh-Jeans, il est bon pour les faibles fréquences et Jeans, il est bon pour les hautes fréquences. Est-ce que cette relation-là est en accord avec ces deux relations? Alors, est-il en accord avec la formule de Planck? Est-il en accord? En accord avec, premièrement, Rayleigh-Jeans pour les faibles fréquences
avec oui. يعني خاص باش نشوفو هكاك خاص هاد لا غولاسيون هادي نحاولو نحسبو ليها على ليميت في هذا فاش كتكون ني غادية لصفر وفاش كتكون غادية لبليس انفيني نحسبو ليها على ليميت. Alors, premièrement, faible fréquence. Alors, on a H nu très faible devant 4. H nu très faible devant 4. Donc, ça implique que H nu sur KT très faible devant 1. Alors, on fait un développement limité. Alors 1, alors 1, alors 1, 2, exponentielle h nu sur 4. Alors, exponentielle h nu sur 4t serait égal à quoi? C'est égal à 1 plus h nu sur 4. Donc ça, c'est le développement. Alors, 1. Alors, U est égal à 8 pi h sur C à la puissance 3, nu à la puissance 3 sur exponentielle h nu sur 4t moins 1 est égal à 8 pi h sur C à la puissance 3, nu à la puissance 3 sur... Alors, si vous remplacez exponentielle ht par celui-là, là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Égal à h nu sur 4. Alors, ce qui me donne en fait que U est égal à 8 pi h, donc h disparaît ici. Avec H disparaît. sur C. Ici, il disparaît, donc c'est 2. Donc ça va entre 8 pi sur C à la puissance 3, nu au carré. 4T. On retrouve bien la relation, c'est la relation de Rayleigh-Jeans. Alors, pour les hautes fréquences, on a H nu est très grand devant 4T. Donc ce qui me donne en fait que H nu sur 4T est très grand devant 1. Donc exponentielle H nu sur 4T est très grande aussi devant 1. Donc ce qui me donne que exponentielle H nu sur 4T moins 1, il est pratiquement égal à exponentielle H nu sur 4T. Et on va voir que U est égal à 8 pi h nu à la puissance 3 sur C à la puissance 3 exponentielle moins h nu sur 4. Donc on est bien sûr à la forme de... Donc c'est la relation de... C'est la relation.
avec A, c'est égal à 8 pi H sur C à la puissance 3 et B C'est H. est égal à H sur K. Si je récapitule maintenant, je récapitule juste ici. Premièrement, on avait deux entités. On avait la mécanique et les ondes électromagnétiques. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Et on ne peut pas expliquer la courbe expérimentale du corps noir. Donc je dis bien corps noir, tout corps chauffé se comporte comme un corps noir. C'est un corps noir. Tout corps chauffé, c'est un corps noir. D'accord? Donc je vais revenir. Donc je dis avant. Alors, on ne peut pas expliquer ce phénomène en se basant sur ces deux entités-là. Alors, c'est Planck qui est arrivé, il a dit que la lumière qui était une onde, pour nous c'était une onde, c'est aussi des grains de matière. Donc on appelle corpuscule, c'est des grains de lumière plutôt. Ce sont des grains de lumière qu'on va appeler corpuscules, qu'on va appeler photons, et qui ont une énergie H nu. L'énergie de chaque photon vient de chaque corpuscule, c'est H nu. Nu, c'est la fréquence, H, c'est la constante de Planck. C'est clair? Donc c'est ça. Donc si je vais résumer, c'est ça. Donc c'est Planck qui est arrivé avec cette idée-là, qui a expliqué ce phénomène-là. Alors maintenant, ce sont des grains. La lumière est composée de grains. Est-ce qu'il y a une interaction entre le grain de lumière et le grain de matière? Eh bien, quelle est l'interaction? Quelle est l'interaction qui existe entre le grain de lumière et le grain de matière? C'était ça. Donc, puisqu'il a développé ça, donc il y avait des questions qui vont venir après et qui vont être expliquées à la base de ça. Alors, donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'interaction de la lumière avec la matière. Ça s'appelle l'effet photoélectrique. D'accord? C'est l'interaction, donc je dis bien l'interaction de la lumière sous forme photonique, d'accord, sous la forme de photon, avec la matière qui sont en fait des électrons. C'est ça. Et l'effet photoélectrique, pour vous dire, c'était le sujet de thèse d'Einstein. Einstein, lorsqu'il a eu son doctorat, c'est avec l'effet photoélectrique qu'on va faire nous maintenant. D'accord? Alors, ça va être celle-là. Petit deuxième mot. Effet photoélectrique. Alors, c'est l'interaction de la lumière avec la matière. Alors, l'effet photoélectrique, et l'injection.
Lorsqu'il est irradié par les lumières. Lorsqu'il est irradié par les lumières. On va voir premièrement le montage. Il y a un petit comprimètre. C'est Nikon ou bien un petit comprimètre. On va expliquer un petit peu le montage et on va voir ce qui va sortir. Alors, ici, on va utiliser un matériau alcalin. C'est quoi un matériau alcalin? C'est un matériau qui a un seul électron de valence. Alors, lorsqu'il y a un seul électron de valence, alors le matériau a tendance à s'ioniser, à le lâcher cet électron-là. D'accord? Alors, donc c'est comme si un matériau alcalin se comporte comme des ions, comme ça, et avec un gaz d'électrons qui vient, donc il y a un gaz d'électrons qui vient dans une matrice de charge positive. D'accord? C'est un gaz, d'accord, voilà, il y a un gaz d'électrons qui bouge dans des charges positives. Donc c'est un matériau alcalin. Il est facile de lui arracher un électron. Alors, on va polariser notre montage ici. Il est sous vide. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas sous vide, on ne va rien voir. Il faut que l'électron, lorsqu'il sort, il ne va pas trouver de la matière pour revenir dedans. Alors, on va évaluer ça par la lumière. Alors, s'il n'y a pas de lumière, s'il y a le vide, on va commencer. S'il y a le vide et il n'y a pas de lumière, on n'aura pas de courant. Il n'y aura pas de courant. Lorsqu'on va utiliser de la lumière, il va apparaître un courant. S'il n'y a pas de lumière, ça c'est le vide, c'est un isolant, il n'y a pas de courant. D'accord? Le courant est égal à 0. Mais une fois qu'on irradie, il apparaît un courant électrique. Un courant électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ces ondes-là qui vont venir, ils vont tomber en collision. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont régis par les lois de la mécanique classique. Alors, ce sont des photons qui arrivent, c'est de la lumière qui arrive, sous forme photonique, c'est des photons qui vont tomber sur la surface et qui vont faire éjecter des électrons. Les électrons, celui-ci-là, il est relié à quoi? Il est relié à quelle voie? Négatif. Et celle-là, il est relié à quelle voie? Alors, qu'est-ce qui va s'établir entre ces deux-là? Ça c'est plus, ça c'est moins. Il va s'établir un champ électrique. Alors, s'il s'établit un champ électrique, quelle est la charge de l'électron? Négative. Il sera attiré par la voie négative ou bien par la voie positive? Donc, il va être attiré par la voie positive, elle va tomber ça, et il va circuler ici. Donc, il va circuler. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va apparaître un courant. Donc, il va apparaître un courant électrique. D'accord? Donc, lorsqu'on irradie ce matériau-là avec un flux d'électrons, un flux de photons, on va voir un courant. D'accord? Alors là, combien? Alors là, donc on va essayer d'imaginer ça. Donc on va donner un certain nombre de photons. Un photon. Là maintenant, la lumière, c'est sous forme de photons, sous forme de corpuscules. Donc on va
donné sous forme de photon. Alors, combien de paramètres on a ici? Regardez bien combien on a de paramètres là. Quels sont les paramètres qu'on peut changer? La tension, on peut changer la tension. Quoi d'autre? Hein? Le courant. L'intensité de la lumière. L'intensité, il est relié à quoi? L'onde. Non. L'énergie. L'intensité. L'énergie. L'énergie, c'est autre chose. La fréquence. Donc vous avez les photons, regardez, chaque photon, il a une énergie H nu. D'accord? Un photon, il a une énergie H nu. On a un photon. Donc quels sont tous les paramètres qu'on peut changer ici? La fréquence. Le nombre de photons qui est l'intensité. Le nombre de photons, c'est l'intensité. L'énergie des photons qui sont reliés à la fréquence et la tension. On a 3 paramètres qu'on peut modifier. Alors on ne va pas les modifier en même temps, on va modifier un seul. Deux plutôt. Donc on va prendre par exemple, on va voir un flux de photons monochromatiques qui ont la même fréquence. Donc on va avoir un nombre n de photons. On utilise N1 photon. L'intensité N1, c'est relié à l'intensité de la lumière. C'est clair? Donc il est relié à l'intensité de la lumière. Donc si par exemple ici, la lumière diminue. Est-ce qu'on a le même photon? Est-ce qu'on a le même nombre de photons ici? Non. Donc on a diminué donc là, j'augmente les photons. Donc ça, c'est l'intensité. Donc on a n nombre de photons. Relié à, donc c'est l'intensité. On a aussi nu, fréquence du photon. C'est l'énergie. Du photon. Et on a aussi E. Bien, E, la tension, polarisation. Voilà, donc on a 3 paramètres ici. Le nombre de photons, la fréquence des photons, c'est l'énergie, d'accord? Et, attention, on ne va pas dire E, mais on va dire l'énergie du photon. Alors on va dire ici V. La tension de polarisation. Ça c'est V, bien. On va faire V pour ne pas le confondre avec l'énergie. Alors on va fixer deux. On va fixer N1 et la fréquence. On va fixer ces deux-là. Nombre de photons fixe et l'énergie fixe. Qu'est-ce qu'on va varier ici? La tension. On va varier seulement la tension. Alors, lorsqu'on va varier la tension, l'expérience montre ça. Ça c'est V, ça c'est I, le courant I, ça c'est le courant I. Le courant, on va voir. V, on va le faire de quoi? Est-ce qu'on va le faire de 0 jusqu'à plus l'infini? On va le faire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Attention, le plus l'infini et le moins l'infini en physique, c'est petit, hein? C'est pas tellement grand, d'accord? Donc, 4-5 secondes, c'est, par exemple, lorsque vous voyez par exemple le remplissage de capacité ou bien de décharge, 4-5 secondes, c'est l'infini. D'accord? La même chose ici. Ici, tension, donc c'est 5-6 volts, c'est déjà l'infini. D'accord? Donc c'est l'infini en physique, c'est pas la même idée que l'infini en maths. Attention, il faut prendre ça en considération. Alors, de ce côté-là, quelle est la polarisation? Donc de ce côté-là, ici, quelle est la polarisation qu'on va voir ici? De ce côté ici. Comment il est fait ici? Négatif. Est-ce que c'est cette polarisation-là?
Est-ce que c'est cette polarisation qu'on a ici? Hein? S'il est négatif, donc, si on le fait comme ça, ça c'est positif, ça c'est négatif. Comment il est fait ici? Positif. Si on veut le voir négatif, ça veut dire celle-là, il est relié à quoi? Alors pour négatif, c'est l'inverse, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça c'est négatif. B est négatif. Et comme ça, B est positif. Donc si on a cette polarisation ici, V est négatif. Vous voyez là. Et si on a cette polarisation ici, V est positif. Alors, si je trace la courbe, il sera sous cette forme-là. Jusqu'à une valeur de 0 qui est négative. Puis, il va monter et il va avoir une valeur de saturation. C'est I1. Voilà. J'ai une valeur négative de la tension P0, à partir de laquelle il va apparaître le courant. Et il va augmenter continuellement pour atteindre une valeur limite ici. Si maintenant je change le nombre de photons, donc ça c'est I1. Si on change N, donc on avait N1, maintenant si je veux avoir N2 supérieur à N1, j'ai par exemple N2 supérieur à N1, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va voir la même chose. On va voir ça qui a la même fréquence. Donc on a la même fréquence, attention. Ce qu'on change ici, en jaune, c'est le nombre de photons, mais la fréquence elle est toujours la même. C'est nul, donc la même fréquence. Donc ce que j'ai changé, c'est seulement l'intensité de la lumière qui arrive. Le nombre de photons. Alors voilà, il va arriver ici. Et ça, on va avoir un courant limite ici. I2. Ainsi de suite. Alors, V0 ne change pas. Donc si je change N, V0 ne change pas. Donc si je veux avoir une troisième, regardez ici. Donc je vais le mettre ici pour le voir. Regardez là. J'ai les trois courants là. D'accord? Donc I1, I2, I3 qui sont reliés à N1, N2, N3, nombre de photons. Et V0 ne change pas, il est la même. Et ça, c'est pour une fréquence bien déterminée. Une fréquence bien déterminée. Alors, le V0, maintenant, est-ce que c'est une caractéristique de quoi? V0, il est relié à quoi? C'est une constante qui est reliée à quoi? Est-ce qu'il est relié au matériau ou bien à la fréquence? Hein? Matériau. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avant de faire celle-là. J'aimerais bien. Vous avez vu les chocs, non? Les chocs. En mécanique. Les chocs. Les tombes. Alors vous avez deux types de chocs. Donc je vais un petit peu expliquer. C'est pour ça que je dis, attention, les particules sont régies par les équations. Alors, premièrement, donc, je vais vous donner les chocs. Alors on a choc élastique et on a les chocs mous. Alors on a deux types de chocs. On a les chocs élastiques et le choc mou. Choc élastique, d'accord, comme ça par exemple. Tac, rien n'est abîmé. Choc mou, comme ça. Alors lorsque vous avez deux voitures qui rentrent en collision, c'est un choc mou, il y a déformation. Choc élastique, bon, celle-là,
Regardez celui-là là. Donc je vais le faire tomber. Est-ce qu'il se... Prenez une bille. Regardez bien. Imaginez une bille. La plupart de vous ont vu une bille. Lorsqu'il tombe par terre, il va rebondir. Kora, lorsqu'il tombe, c'est un choc élastique. Ça, c'est un choc élastique. Alors, dans le choc élastique, vous avez, bon, je ne veux pas vous faire le choc mou, mais je veux faire seulement le choc élastique. Donc, choc élastique. Alors, on a conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. Donc, on a conservation de l'énergie cinétique. Normalement, c'est l'énergie totale, puisque l'énergie potentielle est pratiquement constante, donc c'est l'énergie cinétique. Donc, c'est de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. C'est un choc élastique. Alors, vous avez l'énergie cinétique avant. C'est 1 demi de M1 V1 carré. C'est 1 demi de M2 V2 carré. Et après, c'est 1 demi de M1 V1 pi carré. Et c'est 1 demi de M2 V pi 2 carré. Et de la même façon, donc on va voir P1 avant, P avant, P après. Alors N1, N2. C'est M1, V1, c'est M1, V'1. Et c'est M2, V2, et c'est M2, V'2. Donc, on a E1, E avant, est égal à E après. Donc, on va dire que 1 demi de M1, V1 carré, plus 1 demi de M2, V2 carré, est égal à 1 demi de M1, V'1 carré, plus 1 demi de M2, V'2 carré. Et vous avez P avant est égal à P après. Donc je le fais sous cette forme-là. On va voir que M1 V1 plus M2 V2 est égal à M1 V'1 plus M2 V'2. Voilà, donc on a conservation. Donc c'est l'énergie sur le choc élastique. Hein. Ça, vous devez connaître. Pour les particules. Ce n'est pas pour les solides. Hein. Les solides, c'est autre chose. Alors vous avez conservation de l'énergie cinétique et conservation de la quantité de mouvement. Bon. Alors, pour expliquer le phénomène, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le photon, c'est un corpuscule. C'est un corpuscule qui va tomber en collision élastique avec un électron. D'accord? Alors, le choc est élastique. C'est le choc entre un photon d'énergie h nu de masse combien? Est-ce qu'on connaît la masse? Non. Zéro. Négligeable. Il n'y a pas de masse. C'est pas négligeable, c'est zéro. Il se déplace à la vitesse de la lumière, c'est zéro. Donc, tout ce qu'on a, c'est l'énergie. Donc, on a celle-là. Et on a celle-là aussi. Et on va le voir comment. Alors, on a ici
l'énergie de la particule. On a cassé avec le choc plastique. فاش بدا المهم بدا بالشوك تجيب الشوك بلاستيك شوك مو الشوك بلاستيك شنو درت له قلنا conserver. Alors j'ai l'électron ici, ça c'est l'électron, conservation et j'ai le photon qui arrive. H. Ils vont rentrer en collision élastique. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, collision élastique, on a conservation de l'énergie. Alors, je suppose que l'électron est au repos. Quelle est son énergie cinétique? Zéro. Quelle est l'énergie du photon? H nu. Donc on a H nu plus 0. Alors, toute l'énergie du photon sera transmise à l'électron. D'accord? L'électron va avoir une énergie E. Attention, est-ce qu'il est égal à 1 demi mv carré? Je ne sais pas. C'est que tout ce qu'il a, c'est cette énergie-là. Comment il va utiliser cette énergie? Comment il va utiliser cette énergie-là? Alors, ce qu'on va voir, c'est une autre courbe qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, si on va jouer maintenant sur la fréquence. Alors, voilà, donc ça c'est l'énergie de l'électron. L'électron qui avait une énergie E, ça c'est l'énergie avant. De l'électron. Ça c'est l'énergie après de l'électron. Voilà. On a le photon qui arrive, qui va donner toute son énergie à l'électron, et l'électron sort avec une énergie E. Comment il va faire cette énergie-là? C'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, on va faire changer. Là, qu'est-ce qu'on a changé dans l'expérience avant? Qu'est-ce qu'on a changé? Nombre de photons et la tension. Est-ce qu'on a changé la fréquence? Non. On n'a pas changé la fréquence. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va polariser par une tension constante, positive comme ça, et on va faire varier la fréquence. On va faire varier la fréquence. Donc, le montage qu'on va faire, c'est celui-là, seulement ici. On va prendre une énergie, une tension E constante. Une tension E constante ici. Oui. Oui, il augmente. Donc on a N1 pour N1 avec N1, inférieur à N2, inférieur à N3. Donc implique I1, inférieur à I2, inférieur à I3. C'est clair? Donc on va revenir pour expliquer ça en détail. J'essaie de vous faire l'expérience avant de rentrer dans les détails de plus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire changer, c'est la fréquence. C'est la fréquence qu'on va faire changer. On va garder le nombre de photons fixe. On va garder le nombre de photons fixe. La tension fixe. On va fixer la tension, fixer le nombre de photons et on va faire varier la fréquence. Alors, si on fait varier la fréquence, alors voilà, ça c'est nul. Alors, je vais donner des fréquences faibles, des grandes longueurs d'onde. Au départ, alors d'après, vous avez E est égal à H nu. Quels sont les photons qui sont très énergiques? H nu constante, nu varie. C'est pour les hautes fréquences de nu. Les hautes fréquences de nu, quelles sont par exemple? Qu'est-ce que vous connaissez comme radiation énergétique ici? Hein? لا هذا في النيوكليير سوى هذا. On a optique. Vous avez les rayons X. Les rayons X. Les rayons X, quelle est la longueur d'onde d'un rayon X? Hein? La longueur d'onde. Non, ça c'est la fréquence. La longueur d'onde, donc là, à 0,5 comme ça, angstrom.
Donc si vous calculez le nu, il est égal à C sur lambda, donc ça va être de l'ordre des giga ou bien des terahertz. D'accord? C'est de l'ordre de terahertz. Donc ils sont très énergétiques. Les ondes les moins énergétiques, c'est quoi? Quelles sont les ondes les moins énergétiques que vous connaissez? Hein? Alpha ou bêta. Alpha c'est des particules, c'est pas des radiations. Les ondes radio. Les ondes énergétiques, il a arrêté de البحر في الشمس. تدخل ولا لا؟ تدخل. Donc ils sont énergétiques un peu. Voilà, les ondes radio. Les ondes radio, vous êtes bombardés par des ondes radio. Donc tous, la plupart de vous, vous avez des portables. Est-ce que vous sentez quand même que ça change un petit peu votre température? Non, c'est des ondes qui sont moins énergétiques. D'accord? Ils sont moins énergétiques. Est-ce que ces ondes moins énergétiques, est-ce qu'ils peuvent nous faire sortir un électron? Non. Alors voilà, donc ce qu'on va voir, c'est ça. Alors on va arriver par les ondes de faible fréquence. Hop, hop, hop. Et je vais les garder ici. Avec une certaine valeur, attention, les fréquences, je m'excuse. Hein. Et je fais les fréquences quelqu'un négatives. Ça c'est nu, ça c'est I. Alors, je vais aller ici, les fréquences 0 jusqu'à une certaine valeur ni 0. Pour toutes les fréquences, par exemple, faibles, je vais aller jusqu'à ni 0, rien ne se passe. Le courant est nul. Puis, il va commencer ici, à monter ici. Donc, le courant monte avec la fréquence. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, celle-ci là. Alors, il va arriver à une certaine fréquence, ni 0. Avant ni 0, rien ne se passe. Oui? Il y a une valeur, une valeur de la fréquence à partir de laquelle on peut commencer à faire sortir des électrons. On va commencer à faire sortir des électrons à partir de cette fréquence-là. Alors cette fréquence-là, elle est caractéristique du matériau. Nu 0 est caractéristique du matériau. Alors, à partir de cette fréquence-là, il va sortir. En dessous de cette fréquence-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours cette relation-là qui est vraie. Alors, le photon arrive, il va donner l'énergie ici. Regardez bien, le photon arrive, il va donner l'énergie à l'électron. L'électron va avoir une énergie ici. Alors, si je suis là, est-ce que l'électron sort de la matrice? Non, il ne sort pas. Il n'a pas l'énergie nécessaire de sortir. C'est comme s'il est dans un puits. Il est dans un puits. نضرب واحد الحجره غادي يطلع الماء ما يطلعش الا كانت مجهده الا كانت ديك الحجره مجهده واش غادي يطلع الماء ولا لا exactement la même chose. Donc voilà, donc si l'énergie n'est pas suffisante pour sortir de la matrice, il ne sort pas. Mais à partir de la valeur ni 0, il a l'énergie nécessaire. Il a l'énergie nécessaire. Alors donc ici, ce E-là, il va se séparer en deux parties. Ce E-là, il va se séparer en deux parties parce qu'il lui faut de l'énergie pour sortir de la matrice. Il lui faut de l'énergie. Donc, j'ai E, le E là que l'électron a subi, qu'il a reçu. Cet E là, il va s'écrire sur la forme H nu 0. D'accord, H nu 0 parce qu'il nous faut de l'énergie pour sortir. Ah, une fois qu'il sort ici, une fois qu'il sort, cette énergie-là, l'électron est libre. Il sera sous quelle forme? Voilà, il sera sous forme cinétique. Donc il doit dépenser une partie de l'énergie pour sortir du matériau, et toute l'énergie qui va lui rester, c'est la forme cinétique. 1 demi mv carré. M c'est la masse de l'électron, V c'est sa vitesse. D'accord, donc on va avoir ça, c'est l'énergie, c'est le travail de sortie. Donc avec H nu 0,
et le travail sorti. Le sorti du matériau. Le travail sorti du matériau aussi. Voilà. Bon, alors maintenant, comment on va mesurer cette énergie-là? Là, l'énergie, donc je peux le mesurer. Est-ce que je peux mesurer cette énergie-là? H0. Oui, je peux le mesurer parce que je connais la fréquence à partir de laquelle je vais avoir ça. Donc je connais celle-là. Est-ce que je peux mesurer cette énergie-là? On ne sait pas la vitesse. Hein? On ne sait pas la vitesse d'électron. Mais est-ce qu'on peut le mesurer? C'est ça. La vitesse, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut le mesurer? C'est ça ce que je me dis. Est-ce que je peux mesurer cette énergie-là avec laquelle va sortir l'électron? Non. Si je peux la mesurer. Si je peux la mesurer. Donc je peux la mesurer. Alors comment je vais le mesurer? Alors voilà. Alors je vais revenir maintenant à l'explication qui se passe ici. Ou bien je vais revenir à ce schéma-là. Voilà, à ce schéma, exactement, c'est ce schéma-là auquel je vais revenir. Ce schéma ici. Regardez le V0. C'est quoi le V0? C'est quoi le V0? Le V0 c'est quoi maintenant? On va faire une autre fréquence. On va faire deux fréquences maintenant. On va essayer de faire deux fréquences pour vous arriver à comprendre ça. Supposons que j'ai deux fréquences. J'ai la fréquence nu1 et la fréquence nu2. Donc je suppose que je vais donner deux fréquences ici. Voilà. Alors, premièrement, on a N1, nu1. Alors, premièrement, donc on a N1, nu1. Ça c'est V, ça c'est l'amplicité. Alors, je vais avoir ça. V1. Puis je vais avoir, deuxièmement, on a N1 et nu2 avec nu2 supérieur à nu1. Donc ça veut dire les photons ici, est-ce qu'ils sont plus énergétiques ou moins énergétiques que les premiers? Nu2 est plus grand que nu1. Oui, plus énergétique. Ils sont plus énergétiques. D'accord? Ils sont plus énergétiques. Alors, donc si je fais celle-ci-là, ce que je vais voir, c'est ça. Voilà ce qui va me donner celui-là. V2 et comme ça. Alors cette tension-là, V1, V2, il est relié à quoi? Est-ce qu'il est relié au nombre de photons? Il est lié à La fréquence. Il est lié à la fréquence. Alors on va essayer d'expliquer, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors supposons alors j'ai l'électron qui sort. D'accord? Alors j'ai ici nu1 avec nu2 supérieur à nu1 supérieur à nu0. Nu0 c'est la fréquence sortie. Nu0 va être la fréquence sortie. Nu1 c'est la fréquence du photon nu1. Nu1, la fréquence des photons pour la première expérience. Nu2 c'est pour la deuxième expérience. Et nu0 c'est la fréquence sortie du matériau. Alors s'il sort du matériau, il va sortir. Il a une énergie 1,5 m V1 carré. Alors, il sort ici, donc je suis à la. Donc ici, il sort, donc ça il est relié négativement ici, et ça c'est positivement. L'électron qui sort,
qu'est-ce qu'il va être? Donc suppose que j'ai ici une tension ici, j'ai un champ ici comme ça. Le champ va être sous cette forme. Voilà, donc je vais faire le schéma tel qu'il est. Je vais faire le schéma tel qu'il est pour que vous arrivez. Voilà le champ électrique E. V positif, voilà le champ électrique E. L'électron sort. L'électron sort. Ça, il est relié au moins. Ça, il est relié au plus. Une fois qu'il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans un champ électrique ici. Il sera accéléré pour tomber ici. Donc ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Et regardez ce que j'ai ici. Comment il est la tension? Est-ce qu'il est positif? Non, Négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Ça, c'est relié au plus. Et ça, c'est relié au moins. Comment il est le champ? Comment il est le champ maintenant? Est-ce que le champ, ça, c'est la direction du champ? Non, la direction du champ, c'est l'inverse. Voilà la direction du champ. La direction du champ, c'est celle-ci là. Alors, l'électron va sortir avec l'énergie 1,5 MV carré. Si je suis là, rien ne se passe. Ça veut dire que le champ est très fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retomber ici. Il va retomber sur la matrice. Parce que le champ est très fort. Alors, je vais diminuer ici le champ. Je diminue le champ. Bon, je suis sur V1. Je diminue le champ. Lorsque j'arrive à V1, ça veut dire quoi? Il va commencer à avoir, donc le courant va commencer à y avoir. Alors, ils vont sortir avec une énergie 1,5 MV carré et ils vont arriver à tomber ici. Ils ont une énergie 1,5 MV carré et ils vont remonter, malgré le champ qui est inverse, ils vont remonter pour tomber sur l'anode. Donc ça, c'est l'anode. Et ça, c'est la cathode. Donc, malgré que le champ est inverse, donc ils vont sortir avec 1,5 MV carré, ils ont assez d'énergie pour arriver à l'anode. Et c'est comme ça qu'on a le débit du courant ici. On a le débit du courant. Quelle est l'énergie qui a remonté en fait cet électron-là? Oui, mais quelle est l'énergie? L'énergie, c'est quoi? Quelle est l'énergie qu'il a? Donc je suis dans cette position-là. L'énergie avec laquelle il sort, c'est 1,5 V1 carré. Il a remonté celle-ci-là. Ça, c'est de l'énergie potentielle. Il a remonté l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle, c'est quoi? Parce qu'il y a égalité. En ce point-là, il y a égalité entre les deux tensions. Entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle que crée le champ. L'énergie potentielle que crée le champ, c'est E V1. La charge de l'électron fois la tension. Est-ce que j'ai mesuré ici l'énergie cinétique? Est-ce que je peux mesurer l'énergie cinétique? Oui, je peux mesurer, parce que celle-ci-là, c'est l'énergie cinétique maximale avec laquelle il sort l'électron. C'est l'énergie maximale avec laquelle sort l'électron de la matrice. Ici, c'est l'énergie maximale avec laquelle sort l'énergie. Alors voilà, donc ça c'est l'énergie potentielle qu'il a traversée, c'est E fois V1. De la même façon, donc c'est E 1,5 M V2 carré, c'est égal à E fois V2. La tension, donc je connais la tension ici, je connais la charge de l'électron, donc je peux mesurer quoi? L'énergie cinétique avec laquelle est sorti l'électron. C'est clair? Bon, je vais m'arrêter ici. Alors, un tout